Bonjour, bienvenue dans La Voix est libre, votre magazine de débat régional. Alors selon un sondage Sofres, 60% des Français ne savent pas qu'il faudra voter pour les élections régionales les 6 et 13 décembre prochains. Eh bien, nous sommes là pour vous le rappeler et continuer à vous présenter les candidats à la présidence de la région. Dominique Régnier, bonjour. Bonjour. Alors on a plutôt l'habitude de vous voir à la place de notre politologue Laurent Dubois. Bonjour Laurent. Bonjour Patrick. Vous voici désormais dans l'arène politique, soutenu notamment par les Républicains. Alors, on ne peut pas dire que les hommes politiques aient vraiment la cote actuellement. Alors, qu'est-ce qui pousse quelqu'un comme vous aujourd'hui à partir en campagne ? Moi, je suis dans une démarche très simple. J'ai beaucoup observé notre pays, ma région. J'ai beaucoup dit que ça n'allait pas bien, que ça allait très mal. En tant qu'analyste, expert. En tant qu'analyste. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est très personnel, je ne donne pas de leçons, je me suis dit, mais est-ce que je continue ou est-ce que j'essaie d'aller avec celles et ceux qui tentent quelque chose ? Et là, je me suis décidé, ça a été un peu long comme chemin, c'est un chemin personnel, et je me suis décidé à m'engager, et je me suis dit, je m'engage pour ma région. C'est un chemin qui vous a mené vers les Républicains, pas vers un autre parti. Pourquoi les pourquoi Républicains ? la droite ? Pourquoi la droite ? La droite et le centre, parce que j'ai une forme de proximité, même s'il manque beaucoup de choses qui m'assureraient complètement. Par exemple, je suis plus favorable à l'entreprise, à l'activité économique, aux entrepreneurs, que ne l'a été jusqu'ici la droite française. Libérale. Oui, en tout cas, favorable à l'entreprise, à la création, soutenir les gens qui prennent des risques, qui travaillent, même le petit patron, le petit commerçant. De l'économie. Ce sont des sujets qui m'intéressent depuis longtemps. Et puis, bon, voilà, c'est des gens qu'on connaît tous, pas forcément des grands patrons. Il faut les aider à travailler. Et je trouve qu'on n'est pas assez sur ce registre-là. Donc, Alors justement, avant de rentrer plus précisément en détail dans vos idées et votre programme, on va regarder cette bio express signée Cécile Frichinos. Dominique Régnier et la politique, une longue histoire d'amour. Formé à Sciences Po Paris, il commande pendant des années les moindres soubresauts des batailles politiques. Aujourd'hui, le médiatique politologue a décidé de relever les manches pour monter sur le ring. À 54 ans, Dominique Régnier va donc vivre ses premières élections en tant que candidat. Le professeur de sciences politiques n'a jamais fait mystère de ses convictions libérales. C'est donc sous la bannière des Républicains qu'il se lance dans l'arène. Mais dès le départ, le combat est difficile. Son manque d'expérience lui vaut les foudres de certains barons du parti. Soutenu par Jean-Luc Moudenc, il est finalement adoubé en avril dernier par un collège d'élus de droite. À gauche, on accuse Dominique Régnier d'être parachuté dans la région. Né à Rodez, le candidat des Républicains s'en défend et ironise même en effectuant un saut au-dessus de l'Ariège. Dominique Régnier, l'homme neuf en politique, se sent pousser des ailes. Mais dans la région la plus à gauche de France, l'atterrissage pourrait être difficile. Alors, vous vous déclarez issu de la société civile. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une carte de visite ? C'est pas un peu démago de se dire, moi, je suis pas comme les autres, je suis de la société civile ? Démago, non. Enfin, en tout cas, c'est pas l'intention du tout. Non, je crois que ce qui me caractérise objectivement, c'est que, bon, j'ai 55 ans, en fait, puisque le reportage disait 54. Je rétablis une vérité. Un signe d'honnêteté, déjà. Vous vous attribuez un an de plus. Et de précision sur les chiffres. Et de précision sur les chiffres. Non, je n'ai jamais exercé de mandat, ni candidaté. J'ai jusque-là eu une vie comme tout le monde, avec un métier que j'ai toujours, professeur, avec des idées qui ont d'ailleurs évolué au fil du temps, comme tout le monde. Et voilà. Et donc là, j'arrive tout d'un coup dans le monde politique. Et par rapport à tous mes concurrents, par exemple, qui sont tous engagés dans la politique depuis longtemps et élus depuis longtemps, et même souvent avec plusieurs mandats, c'est pas du tout la même situation. Est-ce que vous ne regrettez pas le choix que cet atterrissage se fasse sur les régionales ? Ça n'aurait pas été plus simple, des législatives, des scrutins peut-être plus faciles à cerner, plus faciles à maîtriser ? Moi, je suis... voilà, c'est ma région, il y a une fusion, il y a une situation qui est, moi je pense, très préoccupante. Et puis, le reportage ne le disait peut-être pas assez précisément, mais on dit j'ai été adoubé par des élus locaux. J'ai été élu à 7. Oui, mais il y a quand même un appareil politique derrière vous, et on vient de le voir mercredi, lors du comité national d'investiture. Vous n'avez pas tant de marge de manœuvre que ça, puisque finalement, il y a des personnes que vous aviez placées
en tête de liste, qui n'ont pas été acceptés par la direction du parti. Je peux vous dire un mot là-dessus, Oui, parce que bien sûr. j'ai vu beaucoup de choses depuis hier, et ça m'a un peu étonné. Alors, d'abord, il est vrai qu'il y a eu des discussions très vives. Ça a tangué, vous reconnaissez que ça a tangué. Oui, ça a tangué, on s'est disputé sur des noms, etc. Mais je voudrais faire remarquer une chose. Vous avez remarqué que j'avais publié avant mes têtes de liste. Tout à fait. 13 départements, 26 noms. Si vous regardez le résultat, si vous prenez les Républicains, tous ont été confirmés. C'est-à-dire 70% de ma liste publiée avant. Mais ce qu'on vous a reproché, Oui, c'est la méthode. Pourquoi publier cette liste comme ça? Juste ça, sur la marge de manœuvre. 70% des noms que j'ai présentés ont été approuvés, c'était tous des Républicains. Ce qui n'a pas été approuvé, ce sont les têtes de liste UDI. Et oui, par exemple, vous vouliez un centriste, vous, dans le Gers, et c'est un Républicain, finalement, qui arrive. Moi, je n'ai pas choisi les centristes. J'ai passé un accord avec les centristes régionaux. Ils m'ont dit, nous, on a besoin de tête de liste dans un département ou deux ou trois, ça, on s'est mis d'accord. Ils ont choisi telle ou telle personne. Mais ce qui s'est passé, c'est que Jean-Christophe Lagarde lui-même, à ma grande surprise, le patron de l'UDI, n'a pas reconnu les candidats choisis par Philippe Bonnecarrère. Vous ne l'aviez pas eu au téléphone, c'était passé entre régionaux. Non, ce que m'a dit, moi, Jean-Christophe Lagarde, c'est pour négocier au niveau régional, il faut voir avec... je mandate M. Bonnecarrère, M. Folliot. Donc c'est avec eux que j'ai discuté. À eux de choisir les UDI qu'ils veulent choisir. On s'est ça, vous reconnaissez, c'est une erreur d'aiguillage ou une faute ou une maladresse? Je pense que c'est un problème interne à l'UDI, surtout. D'accord. Qui se réunit aujourd'hui à Toulouse. Vous en attendez quoi de cette réunion? Qui qualifie comme réunion de crise? Je pense... Si vous voulez, c'est très étonnant. On mandate 2 UDI pour discuter avec moi des listes régionales. Ils choisissent des noms, ce que moi je respecte pleinement. Et puis ensuite, Jean-Christophe Lagarde, dans un tweet que je tiens à votre disposition, puisqu'il est en public, indique que ce ne sont pas les candidats qu'il reconnaît lui. Mais moi, ça, c'est une affaire entre eux. Il faut qu'ils voient entre eux. Pour ce qui concerne les candidats républicains, ils ont tous été confirmés. Alors Laurent, une question là vraiment pour le coup entre guillemets électorale. Est-ce qu'on peut aujourd'hui gagner quand on est de droite une région comme Midi-Pyrénées sans les centristes? Les centristes au centre du scrutin, au centre non pas en nombre de divisions, les troupes ne sont pas suffisantes, mais au centre parce qu'effectivement ils vont jouer l'appoint, l'addition. Les sondages se suivent et se ressemblent. On voit bien que c'est une élection qui sera très disputée avec 3 gros blocs d'un tiers chacun. Donc il est nécessaire de ratisser large. Et en plus, ça correspond à l'ADN politique de Dominique Régnier, qui a besoin de continuer à tracer ce sillon, société civile, homme d'ouverture. Donc les centristes permettent quelque part de desserrer l'étau d'une droite languedocienne-mitirénène qui parfois, au contraire, est pas tout à fait en harmonie avec Dominique Régnier parce que plus réactionnaire, plus droitière. Les caciques, entre guillemets, les barons des Républicains qui étaient là avant vous, ils vous ont accueilli comment? Parce qu'au début, ça a été très frais. Comment ça va maintenant avec eux? Alors d'abord... Parce que vous avez peut-être piqué la place à certains d'entre eux, d'ailleurs. J'ai gagné une élection qui était une primaire, donc il y a eu des battus, oui. C'est sûr. Effectivement, vous avez raison, et ça compte par la suite. Mais hier, par exemple, à Béziers... avec Nicolas Sarkozy. Voilà, il y avait Jean-Paul Fournier, il y avait Bernard Carayon, tout le monde était là. Et par contre, vous n'en êtes pas marre? Vous qui arrivez de la société civile disant ras-le-bol de ces vieilles barbes, il n'y a pas cette envie de claquer la porte, dire allez vous faire voir? Non. D'abord, c'est une réaction qu'on peut avoir. Mais très sincèrement, et j'en suis vraiment profondément heureux, ce que cette campagne me permet comme contact avec des personnes qui, pour la première fois de ma vie, ne viennent pas me parler comme si j'étais un politologue, ce que j'aime beaucoup faire, c'est mon métier, j'en suis très heureux et très fier, mais viennent me parler comme si je pouvais, ce que j'espère vivement, les aider. Ça change complètement et c'est exaltant. C'est un bonheur, je vous assure. Ça compense les croche-pieds et les coups de couteau dans le dos. Ça compense largement. Cet aspect-là attendu, il a lieu. L'autre aspect que je n'avais pas à ce point espéré, qui est vraiment un nombre de rencontres absolument phénoménal et des gens merveilleux et qui croient qu'on peut faire de la politique sincèrement pour le bien public. Ça, moi, je suis ravi. Alors, on va parler du patron, quand même, Nicolas Sarkozy, avec qui vous étiez jeudi soir à Béziers. On vient de voir les images. Pour vous, c'est qui? C'est le chef? C'est un partenaire? C'est un exemple? Quelqu'un qui vous a donné envie d'y aller? Écoutez, moi, quand j'ai vu qu'il y avait dans ma région ces primaires, j'ai juste pris 2 décisions avant de m'engager. Je suis allé voir Jean-Luc Moudenc à Toulouse. Je ne l'avais jamais rencontré pour savoir si c'était ouvert ou déjà un peu réglé. Il m'a dit non, c'est une vraie compétition. Très bien. Après, je suis allé voir Nicolas Sarkozy à Paris et je lui ai dit, écoutez,
Vous le connaissiez ou pas? Oui, je l'avais rencontré, côtoyé mais pas sur tant les que ça. plateaux. Hein, pas tant que ça, vraiment. Je n'étais pas dans son cercle du tout. Même j'ai eu des relations un peu compliquées avec lui. C'est connu pour ceux qui s'intéressent à la chose. Et je lui ai dit, écoutez, si vous avez un candidat à vous, moi, j'irai pas, parce que j'ai pas envie de me bagarrer pour rien. À ce point-là et pour rien. Il m'a dit, je vous le dis pas. Et donc, je lui ai dit, est-ce que vous me permettez de dire que je vous ai vu? Il m'a dit, vous pouvez, allez-y, bonne chance. J'ai fait campagne. Quand j'ai été élu à 7, c'était un samedi, 25 avril, le lundi matin, il m'a appelé pour me féliciter. Et puis il m'a dit, vous m'avez épaté, je ne pensais pas que vous arriveriez, parce que bon, il y avait 10 candidats, j'étais le seul à ne pas être élu. Et j'ai été élu avec des élus de la droite et du centre. C'est pas un dirigeant de parti qui veut tout régenter, qui est parfois reconnu comme sévère, dur, et puis donnant des ordres précis à exécuter? C'est le chef d'un parti. Un parti est une organisation qui a ses logiques. Donc il y a une forme de discipline, il y a une forme de contrainte. C'est une machine, elle doit fonctionner, que ce soit à gauche ou à droite ou au centre, c'est pareil. C'est un chef, donc il a forcément une autorité sur l'organisation. On peut avoir un désaccord avec lui, ça m'est arrivé. Ça peut être un désaccord même assez fort. Et puis après, il y a des arbitrages qui sont pris. Il faut quand même admettre ça. Même dans mon métier, je veux dire, moi j'ai toujours vécu, tout le monde l'a vécu. Dans une entreprise, à l'université... Il faut qu'il y ait quelqu'un qui drive. Quand même, il faut que sinon ça ne dure pas très longtemps. Alors, on poursuit évidemment sur cette donnée politique avant de passer plus en détail sur votre programme. On a vu les dernières tendances, les derniers sondages, vous revendiquez de la droite et du centre, et pour l'instant, vous n'arrivez pas, entre guillemets, à passer devant au premier tour. À quoi vous attribuez cette tendance ? Moi, chaque fois qu'on me présente des sondages sur ma candidature, c'est de façon, comme vous l'avez fait, un peu négative, et je suis tout à fait étonné. C'est pas négatif, c'est les classements qui apparaissent sur ces estimations. C'est pour le dire. Regardez, moi j'ai commencé l'été, j'étais à 23%. Tout l'été, j'ai fait des réunions. J'en ai fait 130 réunions publiques jusqu'à présent. Là, je suis à 26% si je prends le dernier sondage du même institut IFOP. Donc il faut que la notoriété monte en puissance, que la campagne se fasse. Louis Alliot est à 27%. Je suis quasiment premier ex-aequo au premier tour. Là, aujourd'hui, je suis quasiment premier ex-aequo au premier tour. Donc ça monte. Ça s'installe, ça monte. Je le sens vraiment. Ça sera donc Louis Alliot qui veut vous passer devant au premier tour. Vous allez le cibler. On va tout à l'heure parler questions de sécurité. Est-ce que c'est vraiment votre point noir pour le premier tour, pour créer une dynamique ? Très sincèrement, mon objectif, moi, c'est d'être sur ma ligne et pousser pour être premier devant qui que ce soit. Je crois que c'est très important. Alors, il m'arrivait de le dire, et je peux toujours le dire comme commentateur, mais je le dirai là ici comme candidat. Être premier au premier tour, c'est essentiel pour avoir ensuite une dynamique qui vous permet de gagner au second tour. Alors, on parlait de Louis Alliot à l'instant, qui, entre guillemets, a présenté ses prises de guerre récemment, notamment des anciennes adjointes UDF et UMP à la mairie de Toulouse. Comment vous interprétez ça, vous? C'est quoi? C'est une porosité qui commence à s'installer entre la droite traditionnelle et le FN? C'est des déçus, des aigris qui vont rejoindre l'adversaire? Alors, là, le politologue se sent... Oui, vous êtes entre deux feux. Oui. J'avoue que c'est pas difficile. Parce qu'il y a une thèse que je défends depuis des années, qui est que le Front National est une machine qui grandit avec ce que j'appelle, moi, un effet essuie-glace. C'est-à-dire que le Front National prend des électeurs à la droite quand elle gouverne, parce qu'il y a des déçus, mais en prend aussi à la gauche quand la gauche gouverne, parce qu'il y a aussi des déçus. Et en ce moment, c'est ça qui se passe. La gauche donne les électeurs au Front National. Après, qu'il y ait des élus ou des anciens élus de droite... Voilà, parce qu'elle donne, selon vous, les électeurs, mais elle vous prend il y a aussi des électeurs. Hein, il y a aussi des électeurs. Mais je veux dire, faites attention, parce que si vous regardez le résultat... Alors, un petit commentaire rapide. En 2010, en Midi-Pyrénées seul, le Front National ne va pas au second tour, il fait 9,5% à peu près. Dans les sondages que nous avons aujourd'hui, en Midi-Pyrénées, il peut aller jusqu'à 25%. Oui. S'il passe accolé à la région voilà. Non, Midi-Pyrénées seul. Ouais. D'accord. S'il passe de 9 à 25, et que moi, je fais plus que la candidate de droite 2010, et que la gauche descend, c'est quand même assez simple. Et pour vous, le Front National, c'est un parti comme les autres, en concurrent comme les autres? Je ne sais pas si j'étais très clair dans l'explication. Oui, si, bien sûr, par rapport à la progression, entre guillemets, de la droite traditionnelle. Le Front National, pour vous, c'est un concurrent comme les autres, ou il y a quelque chose en plus, c'est anti-républicain, c'est quelque chose, un parti qu'il faut combattre absolument? Dans votre entourage, vous avez Jacques Blanc, ancien président de Languedoc, qui avait accepté des voix du Front National. Vous, en tant que représentant de la droite, le Front National, c'est le diable, c'est juste un concurrent, c'est quoi? Pour moi, c'est un... Alors là, je vous réponds d'autant plus sincèrement que je le dis à chacune de mes réunions publiques. Pour moi, c'est un cartel familial qui a indexé son bonheur personnel sur le malheur de la France. Plus la France va mal, plus le Front National va bien. Ils ont des élus qui ne servent à rien. D'ailleurs, Louis Alliot, je veux préciser, qui a été candidat au régional en 2010,
il n'a quasiment jamais été présent dans l'hémicycle. C'est le plus absent de tous les élus. C'est quand même... Il a démissionné en 2014. Il se représente en 2015 pour être président, alors qu'il est déjà député européen, conseiller municipal, vice-président d'un parti. C'est un cumulard. C'est un parti, vraiment, où on essaie d'attraper. Alors, la petite fille se présente en PACA, lui, c'est ici. Sa compagne, c'est Nord-Pas-de-Calais. Il a été présent. C'est un vrai cartel familial. Il a été présent à une époque, notamment en 98. On se souvient de ces images où Marc Sancy est élu président de la région. Lui, l'UDF est plutôt réélu, mais avec les voix du Front National. Et là, il décide, tout simplement, de démissionner parce que, d'une part, pour lui, il est inacceptable d'accepter ses voix et ensuite de diriger la région avec le Front National. Si la situation se représentait, que feriez-vous ? Ah mais attendez, il n'y a aucune... Le Front National est un parti incapable de gouverner. Ils sont incapables. Si vous écoutez ce qu'ils disent, il n'y a aucune idée, aucune proposition. Je parle des régionales. Aucune idée, aucune proposition. Le seul discours qu'ils tiennent de façon très... facile, c'est un discours qui est au fond, on veut attraper tous les mécontents, on les met ensemble et on essaie d'avoir une majorité pour créer une forme de désordre. Et cette partie de la droite à la Morano qui dit la France race blanche, c'est aussi un marqueur anti-FN ? Là, hier, justement, on a eu à ce sujet des échanges d'un débat public qui a été très, très intéressant. Cette bêtise profonde, parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit d'abord, sur le plan factuel, a suscité la réaction très claire des responsables du parti qui est désormais le mien, comme vous le savez, puisqu'il a été dit, de façon évidente en même temps, que ce type de propos n'avait pas sa place dans un parti qui s'appelle les Républicains. Ça peut paraître d'une évidence, d'une banalité. Et je trouve d'ailleurs, je comprends moi l'émotion, et bien sûr la colère, mais je trouve qu'il y a beaucoup trop d'évidence là-dedans. C'est évident que c'est inacceptable et c'est évident qu'on doit écarter ces personnes d'un parti qui s'appelle les Républicains. Bien, maintenant qu'on vous a bien situé au niveau des idées, de l'échiquier politique, de vos partenaires, de votre vision, de vos adversaires également, on va rentrer un peu plus dans votre programme, mais on va également vous voir en campagne cette semaine. Notamment, vous avez rencontré les professionnels des travaux publics lors de leur assemblée générale et vous y avez même débattu avec votre adversaire socialiste, Carole Delga. Reportage signé Cécile Fréchinos et Jacques Levé. Bonjour. Poignée de main cordiale et sourire de circonstance pour leur première rencontre publique. Nous saluons toujours même quand... Mais derrière la photo décontractée, l'enjeu est de taille. Dominique Régnier et Carole Delga, les deux meilleurs ennemis dans la bataille des régionales, doivent convaincre une profession en crise, celle des travaux publics. Une heure de table ronde pour commencer à aiguiser les arguments de campagne, notamment sur la LGV. Vous avez l'air de nous expliquer que tout va se faire. Moi, je suis très heureux de cela et je le souhaite. Mais est-ce qu'on peut avoir un peu d'informations sur la manière dont ça va être financé ? La première des choses, c'est déjà de se battre pour que les choses Dominique se fassent. Régnier, le novice en politique, rôde son discours face à une candidate qui, elle, joue la carte de l'expérience. Moi, je serais Madame Delga, je dirais plutôt, je suis un peu désolé de ce que j'ai fait avec les mandats qui m'ont été confiés. Moi, mon sentiment, c'est que quand on a eu beaucoup de responsabilités, si on les fait valoir, c'est qu'on a eu de bons résultats. Et je suis plutôt enclin à penser que c'est pas bon. Le chômage a beaucoup augmenté, la dette a beaucoup augmenté. On ne trouve pas de sujets sur lesquels il y a eu des réussites. J'ai trouvé très professoral, c'est-à-dire il nous donnait un cours sur l'économie de la France, sur l'historique de la fiscalité. Et donc voilà, j'étais étonnée qu'il n'ait pas plus de propositions concrètes. Le politologue va-t-il réussir sa reconversion de commentateur à acteur de la vie politique ? Son manque d'expérience, une lacune pour ses détracteurs, un atout pour ses soutiens. Aujourd'hui, dans la vie publique, on voit bien l'opinion des gens. Ils veulent des visages nouveaux. Ils ne veulent pas que ce soit toujours les mêmes. Et le fait que Dominique Régnier ne soit pas issu du sérail politique classique, je crois que c'est un atout, de même que sa volonté de se consacrer totalement à ce mandat. Un mandat de président difficile à remporter dans une région traditionnellement à gauche. Mais ce matin-là, Dominique Régnier semble avoir convaincu ses professionnels inquiets. Monsieur Régnier bouscule les lignes puisque son souci majeur, c'est de s'assurer que les financements sont en place pour que les projets se développent et puissent voir le jour.
Ce qui est, à mon sens, une très bonne démarche. Ce qu'on recherche, surtout, c'est du pragmatisme de terrain et surtout de l'efficacité au-delà des propos et dans l'action. Donc aujourd'hui, qu'il soit homme politique avéré ou pas homme politique, ce qu'on attend, c'est un homme d'action. Selon les sondages, Dominique Régnier récolterait au premier tour près de 25% des suffrages. Alors 26, corrige Dominique Régnier. Alors parmi les sujets sur lesquels votre débat s'est pimenté avec Carole Delga, la ligne grande vitesse, puisque vous lui dites, déjà vous avez qualifié cette décision de décision préélectorale, cette annonce du feu vert gouvernemental, et ensuite vous lui dites, c'est bien joli, mais il va falloir quand même trouver l'argent. Vous la voulez ou pas, vous, cette ligne grande vitesse Bordeaux-Toulouse ? Moi, je la trouve nécessaire. Mais ce qui me gêne vraiment, mais en plus, on est beaucoup à être de ce point de vue-là, y compris des gens de gauche, pour que ce soit clair. Est-ce qu'on peut financer ? Aujourd'hui, on ne peut pas. Et si vous demandez la réunion, faites l'exercice, demandez qu'on réunisse autour d'une table, dans une salle, ceux qui vont financer, vous ne ferez pas la réunion. Vous ne la ferez pas. Et donc, la vérité oblige à dire que oui, on veut la ligne. Ça coûte 8 milliards 400 millions d'euros si on respecte, ce qui n'est jamais le cas, le budget on dépasse prévu. toujours. Voilà. Et il faudrait préciser une chose. Moi, j'ai posé la question, j'attends toujours la réponse. Il ne faut pas non plus que la ligne se fasse au détriment de dizaines d'autres projets qu'on abandonnerait pour cette ligne-là. Donc il faut quand même avoir des réponses précises. Rien n'a été dit. On peut dire « je vais me battre pour avoir des budgets ». Ce sont des phrases, des paroles. Ce qu'il faut, c'est savoir comment on peut financer. Aujourd'hui, je dis, cette ligne a été annoncée de manière prématurée. Et parce qu'il y a les élections, on ne sait pas malheureusement comment nous dire qu'on va la financer. Alors restons sur l'économie. Lors de votre première conférence de presse comme candidat en juin dernier, vous avez déclaré que vous vouliez faire de notre région une des plus prospères au monde. Alors comment vous allez vous y prendre ? Alors, je suis désolé d'avoir à le dire, ça fait vraiment cocorico, mais je pense que c'est la plus belle région du monde. La grande région, celle que nous allons fonder, je le pense profondément. Elle a mille chances de réussite. Et je parle de prospérité parce que c'est plus que de la croissance. C'est à la fois de la croissance, mais c'est aussi de la croissance qui va nous aider, par exemple, à dépolluer... Avec 60% de chômage à Perpignan, quand même. Notre territoire, mais c'est pour ça que c'est essentiel. 13% de chômage dans toute la région. C'est un échec total. C'est pour ça que je n'ai pas encore l'habitude d'être, en fait, très polémique là-dessus. Il faudra que je me mette un peu à l'exercice, pour vous dire la vérité, parce qu'il y a un peu de gêne à le faire. Mais je ne me représenterai pas, moi, si j'avais le bilan... qu'à aujourd'hui, la gauche... Qu'est-ce que vous reprochez aujourd'hui à Martin Malvy, à Damien Alary ? Écoutez, la région de Languedoc-Roussillon, socialiste, sur 5 départements, 4 font partie des 10 plus pauvres départements de la France métropolitaine. Le chômage y est à 15%. En Midi-Pyrénées, chez nous ici, c'est aussi un chômage supérieur à la moyenne nationale dans un pays où il y a déjà beaucoup de chômage. Et il a beaucoup augmenté en août, il n'arrête pas d'augmenter. On a Airbus, très bien, ça marche très bien, mais ça, c'est pas la région, c'est Airbus. Le reste va plutôt mal, voire très mal. Il y a un classement qui a été fait récemment par les Échos, vos confrères des Échos. Où faut-il investir en France ? Sur 22 régions métropolitaines, Midi-Pyrénées est classé 12e, c'est pas brillant, et Languedoc-Roussillon 21e, c'est pas bon du tout. Autre question majeure dans cette campagne qui a été largement développée par vos concurrents, notamment Carole Delga, celle de la ruralité. Alors qu'est-ce que l'expert, le politologue parisien, certes né en Aveyron, a sur ce domaine comme position et comme outil pour justement sauver les services publics en zone rurale et ne pas laisser à la traîne des métropoles nos départements ruraux ? Moi, c'est l'axe de mon discours, de dire que la première mission du nouveau conseil régional, dont moi je veux faire une puissance publique régionale, ça va être de préserver l'équilibre des territoires, notamment la ruralité. Mais pour cela, j'ai un plan qui est cohérent, parce que là, pour le coup, j'étais très étonné d'entendre Mme Delga dire ça avec Mme Pinel. Elles ont participé toutes les deux, et elles sont solidaires d'un gouvernement qui vient de prendre des décisions tout à fait contraires à cela. La réduction massive des dotations publiques données aux mairies, aux départements, est une cause qui va provoquer l'effondrement des communes. Mais ça, si vous êtes président de région, ça ne changera pas. Attendez, vous serez obligé de faire avec. Oui, mais quand on est... C'est quand même embêtant. Mme Pinel est toujours ministre en plus. Quand on est ministre et qu'on est solidaire d'une décision qui va tuer de nombreuses communes. 30% des communes... Elles auraient dû faire quoi ? Pression pour que cette décision ne soit pas prise par le gouvernement ? On peut démissionner. 30% des communes françaises seront en faillite en 2017. 30%. Là, on est dans le constat, mais vous, en termes de proposition ? Alors donc, du coup, ma proposition, c'est que le Conseil régional soit une puissance publique de compensation. On ne va pas pouvoir compenser tout, mais qu'on puisse aider les communes, en particulier les communes rurales. Moi, j'y suis très attaché, à la fois culturellement, économiquement, parce que c'est le tourisme, parce que c'est notre vision de notre territoire, mais aussi parce que si nous ne faisons pas cet effort-là,
du point de vue du conseil régional. Et si on ne va pas aider les petites communes, elles vont disparaître en moins de 5 ans. Et les aider comment? En subvention, aider à l'installation? En cofinançant. Par exemple, moi, j'ai un projet, j'y tiens beaucoup, un programme de construction, d'entretien de routes en cofinancement de 200 millions d'euros par an. Je veux rééquilibrer la politique des transports en faveur de la route et de la voiture, en soutenant bien sûr la voiture propre qui est en train d'advenir. Et qui est pour nous une promesse formidable. Et le train, le TER, parce que le plan rail, c'est quand même un des grands chantiers qu'a laissé la majorité sortante. 7% de nos 5 600 000 habitants prennent le train. C'est très important, mais 93% utilisent la voiture. On vous a entendu dire au niveau national que le pouvoir politique ne pouvait pas tout. Vous croyez qu'au niveau régional, on peut mieux faire? Ah bien, on pourra. En tout cas, on va devoir faire beaucoup plus pour éviter que nos compatriotes aient le sentiment d'être dépossédés de tout. On arrive à la fin de cette émission, Dominique Régnier. Une dernière question. Si vous n'arriviez pas à conquérir cette région, si vous n'arriviez pas à prendre la présidence, est-ce que vous siégerez quand même ici au Conseil régional pour justement développer, déployer ces idées que vous venez de nous exposer? Moi, j'ai dit que je m'engageais sur un chemin sans retour. Je le ferai. Je sollicite le suffrage de mes compatriotes. S'ils me choisissent comme conseiller régional, ce sera un grand honneur pour moi, un grand honneur d'honorer ma parole et de siéger au Conseil régional. Si je suis président, ce sera en plus une grande charge, bien sûr. Parce que vous faites des allers-retours, vous vous installez vraiment? Ah non, mais moi je suis domicilié dans l'Aveyron, à Aulnay-le-Château, et si je suis président, j'arrête toutes mes activités. Et si vous étiez conseiller régional, même chose, vous vous installez dans l'Aveyron? Ça sera peut-être plus difficile pour des raisons économiques, parce que mon métier est professeur à Sciences Po. Évidemment. Donc, je peux abandonner mon métier pour mon mandat, c'est plus difficile, pour être honnête, si je ne suis pas élu président. Mais je siégerai et j'honorerai ce mandat parce que mes concitoyens m'auront élu pour ça, et c'est déjà un grand honneur. Merci à vous, Dominique Régnier, d'avoir accepté notre invitation. On a pu ainsi mieux faire connaissance avec vous. On rentrera évidemment un peu plus dans le détail des programmes au fil de nos prochaines émissions et des débats, évidemment, qu'on va avoir avec les différents candidats. Pour suivre cette campagne, une seule adresse, celle de notre blog Midi-Pyrénées Politique, devenu le blog des régionales en Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Vous y suivez au jour le jour l'ensemble des campagnes de tous les candidats. Bonne suite de campagne à vous, Dominique Régnier. On se retrouve, nous, la semaine prochaine en direct, samedi 11h30, avec Louis Alliot, le tête de liste du Front National. D'ici là, passez un bon week-end. Tout de suite, le journal régional.